Salut, c'est Marion Lefebvre. Les virus, ils déclarent pas la guerre. Un virus, il vit sa vie de virus. Il est là, il passe d'une personne à une autre parce que c'est son but et qu'il n'a pas de conscience. Par contre, ce qui a déclaré la guerre à l'humain, c'est l'ultralibéralisme, c'est le productivisme, c'est l'épuisement des ressources naturelles, notre comportement anti-écologique. C'est ça qui a déclaré la guerre à l'humain. Et j'ai l'impression qu'on ne tire absolument aucune leçon de la crise qu'on est en train de vivre actuellement. « 20h, tous les soirs. C'est le rendez-vous qu'on s'est donné toutes et tous depuis une semaine pour applaudir les soignantes et les soignants français. C'est de la gratitude qu'on entend aux fenêtres, et moi-même j'y ai plusieurs fois participé à ces remerciements quotidiens. Médecins, infirmiers, infirmières, ambulanciers, ambulancières, blanchisseurs, blanchisseuses, transporteurs, transporteuses. Plus que des merci et des bravos, ils, elles, ont besoin de soutien. Soutien financier, soutien moral, soutien matériel. En France et ailleurs, les soignantes et les soignants se démènent et font face tous les jours à la pandémie de Covid-19. Mais comment soigner dans des hôpitaux déjà en manque de moyens ? Comment se protéger quand le matériel manque ? Comment continuer à travailler jour après jour en ayant au ventre la peur de ne pas réussir à soigner ou pire, de contaminer à son tour ses patients et ses proches ? Vous, soignantes et soignants, nous avez raconté. Bienvenue dans Programme B. Alors moi personnellement, je le vis très très mal. Moi je le vis mal parce que en fait je pensais pas réagir de cette façon-là parce que je suis soignante et pleine de volonté, j'adore ça. Hein. Mais là je m'aperçois que je deviens pas égoïste, mais enfin comment vous dire. J'ai peur pour moi en fait. J'arrive même plus à avant. Je m'occupais que des autres, je prenais soin tout le temps des autres, jamais de moi en fait presque. Mais là c'est une situation depuis 2-3 jours que j'arrive pas, là je commence à sortir un peu la tête de l'eau, mais ça fait 2-3 jours que je vis très mal, quoi. Je le vis très mal parce que, pour moi, pour ma famille, et puis là, vous voyez, je sors du travail et j'ai jamais eu autant de monde dans la rue, quoi. Et vraiment, ça me met en colère parce que là, on vient de perdre une dame du corona. Il faut savoir qu'il n'y a pas les visites sont complètement interdites, que la personne, une fois décédée, n'a pas ses soins mortuaires. Elle est mise en sac. Elle est mise en bière. Excusez-moi, j'ai encore la larme à l'œil. Il n'y a pas de souci. Vous mourrez seul. Et puis on vous met dans un sac, dans une bière, vous ne le voyez plus. Enfin, la famille ne voit plus son défunt. Enfin, la personne qu'elle vient de perdre, quoi. C'est là, je pense que les gens, ils se rendent pas compte. Ils viennent encore visiter comme si de rien n'était avec leurs gamins. On meurt seul, c'est vraiment terrible. Et voilà, c'est ça qui me met en colère, quoi. On a un chef de service qui est très à l'écoute et qui, là pour l'instant, au niveau matériel et tout ça, on n'a pas de crainte, ça discute bien. Là, on a des infirmières hygiénistes qui essayent de cadrer tous les protocoles parce que forcément on n'est pas prêt. Là tout à l'heure on a reçu un patient, on était un petit peu oula, alors attends, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Il faut bien rester. Voilà, c'est en train de se mettre en place. Les prochains sera voilà, ça deviendra une comment ça deviendra une habitude, ouais. Voilà. Le problème c'est que nous, on est 15 et que personne ne peut prendre notre place sur l'hôpital parce qu'on est des manifs radio, tandis qu'une infirmière peut travailler dans un service ou un autre, tandis que là, nous, on n'a personne qui peut venir nous remplacer. Alors, on verra au cas par cas, quoi. Après, bon, c'est notre métier, il faut faire notre travail, on est là pour faire notre job, quoi, mais c'est vrai que on n'a pas la boule au ventre, mais on est différent que d'habitude, quoi. Sachant que on s'attend à être peut-être malade, on ne sait pas, mais quoi qu'il en soit, on est quasi sûr de porter le virus en nous. On ne sera pas les seuls, hein, mais nous, en tant que soignants, plus que d'autres, quoi, ça c'est certain. Mais il va falloir qu'on s'accroche et on va y arriver. C'est ce dévouement que nos applaudissements récompensent, entre guillemets. C'est ce dévouement que le gouvernement plébiscite à coups de tweets et d'allocutions. En utilisant souvent des mots forts, un champ lexical guerrier. Nous sommes en guerre, le président de la République l'a répété. Nous sommes en guerre.
J'appelle tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, associatifs, tous les Français, à s'inscrire dans cette union nationale. Si la situation est tout à fait exceptionnelle et mérite certainement qu'on emploie des termes forts pour la qualifier, cet appel à un imaginaire belliqueux dans lequel les soignants seraient des soldats blancs en première ligne a impressionné. Mais il a aussi révolté, notamment parmi les soignantes et les soignants eux-mêmes. J'en ai parlé avec Baptiste Beaulieu, médecin généraliste et romancier. Moi, très honnêtement, ce champ lexical héroïque et gazier, il me déplaît au plus haut point, tout simplement parce que je trouve qu'il occulte un petit peu, ou en tout cas, il piège les soignants et les soignantes qui sont dans des demandes d'augmentation de moyens depuis des années. Et en usant et en abusant de ce langage héroïque, on piège les soignants parce que un héros, c'est pas quelqu'un qui demande des sous, c'est pas quelqu'un qui demande à être aidé. Un héros, il se débrouille tout seul, il n'a pas besoin d'argent. C'est sale l'argent dans nos sociétés. Et donc, en utilisant ce langage-là, on est en train de piéger les soignants. Après, ce que je vous dis là, c'est valable que pour les politiques. C'est-à-dire que jamais je jetterai la pierre à mes confrères et mes consoeurs qui utilisent ce langage-là. Et notamment, je pense à mes collègues infirmières, dont certaines sont assez âgées, par exemple, ont des comorbidités et risquent clairement leur vie en s'occupant des patients Covid, en ayant des masques ou des gants qui sont périmés depuis 10 ans. Elles ont le droit d'utiliser ce champ lexical-là, héroïque, guerrier, parce que c'est beaucoup plus facile de se dire qu'on risque sa vie pour une cause qui est noble, plutôt que de se dire qu'on va peut-être mourir parce qu'on vit dans une société ultra-libérale, productiviste, où on n'est que des pions qui peuvent être interchangeables et qui vont être de toute façon sacrifiés à l'autel du bénéfice et exclusivement à cet autel-là, quoi. C'est une guerre sanitaire. Je pense, moi j'ai jamais vécu la guerre, mais effectivement on a l'impression d'aller au front. Je sais pas comment ça se passe, ça s'était passé pendant le temps de guerre, mais oui, on y va, faut y aller et on y va. On est du médical, on aime notre métier, c'est ce qui va nous aider aussi, mais là on commençait à se battre pour essayer de faire revaloriser un petit peu notre métier et peut-être que l'épidémie va nous servir malheureusement, on espère, et quoique j'en suis pas convaincue. Et là je parle un peu pour tout le personnel soignant parce que quand on écoute M. Macron, la pommade qu'il nous a passée dans sa première intervention, c'est sympa mais ça fait mal au cœur. Au lieu d'utiliser le mot crise, on utilise le mot guerre. Il a été martelé plusieurs fois, par exemple par Angela Merkel, par Darmanin, par Emmanuel Macron aussi. Et en temps de crise, on donne des moyens, en temps de guerre, on donne des ordres. Et ça, c'est quelque chose que je pense dont il faut profondément se méfier, parce que tout ce champ lexical, ce narratif-là autour du sacrifice de la guerre, qui est un champ lexical, un narratif qui est patriotique, qui est nationaliste, qui est dangereux, qui est guerrier, il permet aussi aux plus forts, aux dominants de demain, de pouvoir faire passer des lois, notamment des lois sur les acquis sociaux, en disant au prétexte que l'État doit adopter une économie de guerre, rogner sur les acquis sociaux des travailleurs et des travailleuses, parce qu'il ne faut pas se leurrer. La perte de productivité, ça va se chiffrer en milliards d'euros. Ils vont le faire payer d'une manière ou d'une autre, et moi j'ai très peur qu'ils le fassent payer aux travailleurs et aux travailleuses. Et quoi de mieux pour empêcher les travailleurs et les travailleuses de râler, parce qu'il va devoir rogner sur ses acquis sociaux, que d'utiliser un narratif guerrier. Ah ouais, non, mais moi, le héros, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Et puis en plus, d'autant plus que là, on nous traite tous de héros, mais c'est là où on se sent encore moins héros. Enfin, on nous enlève les aides de plus en plus. Ça fait plus d'un an qu'on se bat, même plus que ça, parce qu'Hollande était venu dans notre hôpital, donc ça veut dire que ça fait déjà un moment qu'on lance un cri d'alerte. On n'est pas considéré. Moi, ça fait 8 ans que je suis à l'hôpital, je suis toujours pas titularisée, par exemple. Je touche 1 100 € par mois. Et en fait, là, on nous dit, vous êtes des héros. Enfin, on est des héros de rien, c'est qu'on n'a pas le droit de faire grève. On va être en plan blanc, on va être d'astreinte. On va nous obliger de faire un minimum de 60 heures non payées.
Oui, on le sait quand on fait ce métier qu'il risque d'arriver des choses comme ça, mais enfin, voilà, on est de la merde, hein. On est considéré comme rien, quoi. Les sentiments sur la crise actuelle, ils sont plutôt ambivalents quant à la situation. D'un côté, une certaine inquiétude quant à la charge de travail supplémentaire annoncée, alors que l'hôpital était déjà à flux tendu depuis bien avant cette crise sanitaire, avec des soignants épuisés, des manifestations au début de l'année, des grèves aux urgences depuis l'été dernier. Et donc là, la nécessité de rajouter des lignes des gardes, d'annuler les congés et de se mettre tous les jours à jour en fonction des nouvelles données sanitaires et des consignes. Mais d'un autre côté, l'excitation et probablement un peu de fierté d'être au cœur de cette crise sanitaire et de pouvoir me rendre utile. C'est en effet une situation inédite et qu'on vivra probablement, et je l'espère, qu'une seule fois dans notre carrière. Et c'est ce genre de catastrophe sanitaire digne des meilleurs scénarios catastrophes dans les films qui nous avaient donné envie à la base de faire médecine et qu'on vit aujourd'hui. Et donc ça va nous donner l'énergie nécessaire pour bosser. Sans compter le fait que je suis pas mécontente de pouvoir échapper au confinement et de pouvoir me lever le matin et d'aller bosser en dehors de chez moi, parce que ça va pouvoir être bénéfique aux personnes peut-être les 2-3 premiers jours, mais probablement que ça va être très difficile après pour les gens de rester aussi longtemps chez eux, donc contente de pouvoir échapper à ça. L'énergie, c'est la seule ressource qui ne manque pas aujourd'hui. En Italie, les hôpitaux débordent, mais les soignantes et les soignants redoublent d'efforts. La crise est loin d'être passée. C'est Chiara, qui est coordinatrice des projets à Médecins sans frontières à Lodi, en Lombardie, une des régions les plus touchées du pays, qui vous le raconte. Essayez d'imaginer un hôpital normal avec un certain nombre de lits, un certain nombre de patients et un certain type de consommation de médicaments que d'une façon absolument soudaine se retrouve à devoir augmenter le nombre de lits présents. Et donc, pour vous faire un exemple, dans la thérapie intensive de Lodi, dans le département de réanimation, il y avait 6 lits normalement depuis beaucoup d'années, et là ils sont arrivés à 35. Et ils sont arrivés à 35 parce que tous les jours il y avait besoin d'ajouter un lit. À la salle d'urgence, il y avait 12 lits, et là maintenant il y en a 80. Et ça suffit toujours pas. On ne voit aucune amélioration pour le moment. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que les capacités de diagnostiquer, même les capacités de hospitaliser quelqu'un sont arrivées à leurs limites. Enfin, ont dépassé de beaucoup leurs limites. Alors, on vous parle d'Europe, mais la pandémie s'étend partout, en fait, et entre en collision avec des réalités locales parfois déjà compliquées. Pour mieux comprendre ces enjeux, j'ai appelé Abdulaziz, chef du bureau Médecins sans frontières Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, et Caroline, responsable des programmes de la même organisation pour le Moyen-Orient. En Afrique, contrairement aux autres pays, on n'a pas que le coronavirus qui fait des morts, il y a toutes les autres maladies. On a aussi tout ce qui est le plateau technique des structures de santé qui est assez précaire et qui, avec la pression de cette épidémie-là, va prendre un coup. Il y a en vérité, pour cette épidémie, personne n'est préparé à ça. Aujourd'hui, on a les gens, de toutes les façons, pour les soignants, ils sont assez inquiets parce que non seulement ils connaissent très peu cette nouvelle épidémie-là, et MSF essaye un peu d'intervenir sur la formation. C'est la partie la plus urgente qu'on veut faire. C'est surtout la formation de tous les agents de santé dans les zones où on intervient, aussi bien à Abidjan qu'à Bouaké. Mais oui, les gens sont très inquiets, mais pour les agents de santé, ils se sentent quand même, ils sentent que c'est leur devoir de venir en aide aux populations. Il faut aussi le faire en respectant les mesures pour ne pas s'auto-infecter, et ça va davantage plomber le système de santé. Est-ce qu'il y a des pénuries ? Parce que je sais qu'en France, il y a notamment des pénuries de masques. Est-ce qu'on observe aussi des pénuries dans les pays dont vous êtes en charge ? Partout. On a réussi en Jordanie, c'est pas si mal que ça. Par contre, il y a d'autres pays comme, je dirais, par exemple l'Irak, où c'est très compliqué. Et nous, on essaie aussi à MSF d'acheter au niveau de nos grosses centrales d'achat en Europe, mais aussi ici à Dubaï. On est en train d'essayer d'augmenter nos stocks, et c'est vraiment un casse-tête
au quotidien parce que il y a beaucoup de régulations qui sont mises autour du matériel pour la prise en charge du corona, des choses simples comme les masques, ou aussi d'autres matériels vraiment très 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 compliqués à trouver, qui sont par exemple les ventilateurs pour la réanimation. Donc là, on essaie de trouver plusieurs stratégies d'achats internationaux et puis aussi d'achats locaux sur nos terrains. Parce même si on arrive à avoir, par exemple à Dubaï, à acheter énormément du matériel à Dubaï, c'est pas encore gagné pour pouvoir l'acheminer sur nos pays d'intervention parce que les aéroports sont fermés et les administrations travaillent au ralenti. Donc ça aussi, c'est un autre challenge. Les camps de réfugiés, alors ça c'est une grosse inquiétude de notre part, parce que vous connaissez les conditions dans les camps de déplacés sont relativement en général très mauvaises, avec des conditions de vie mauvaises, avec un accès à l'eau potable et au matériel d'hygiène qui sont pas satisfaisantes et des populations qui sont très concentrées. Donc c'est vraiment une de nos grosses préoccupations. Tout ça peut nous paraître lointain ou hors de contrôle. Ce n'est pas en applaudissant aux fenêtres, c'est sûr, qu'on pourra intensifier les livraisons de masques ou rouvrir des lits en réanimation, même si ça réchauffe peut-être un peu les cœurs temporairement. En attendant, dans l'urgence, vous pouvez donner votre sang, donner des masques si vous en avez mais qu'ils ne vous sont pas essentiels, donner un coup de main pour les courses, la garde des enfants ou toute autre tâche quotidienne. Mais n'oublions pas que si ces efforts individuels permettent de soulager certaines et certains dans une situation de crise, une fois celle-ci passée, le temps sera aux décisions collectives, à l'appel à la responsabilité publique face aux hôpitaux qui craquent et au personnel en grève depuis des mois. Il ne faudra pas les lâcher quand ils et elles nous demanderont à nous, citoyens, dirigeants, responsables politiques, quel système de santé on veut vraiment pour la France. Ce début de semaine n'est pas facile. Et encore, je travaille de chez moi, contrairement à toutes les personnes que vous venez d'entendre qui sortent tous les jours pour prendre soin de nous. On s'est dit que malgré tout, on pouvait finir sur une note plus légère. Quelques tranches de vie de week-end confiné. Continuons de discuter. Racontez-nous vos vies, le plus dur comme le plus doux. Bon, week-end pas hyper intéressant, mais en même temps, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Alors moi, j'ai littéralement passé mon week-end à lire, et juste à lire. Et ça m'était pas arrivé depuis vraiment super longtemps. Je crois que ça m'était pas arrivé depuis que j'étais enfant, de prendre un bouquin et juste de le dévorer en fait, de tourner toutes les pages et de pas pouvoir m'arrêter et de m'endormir dessus pendant la sieste et de m'endormir le soir dessus littéralement. Autant j'ai hyper bien vécu ma première semaine, autant je pense que vendredi j'ai vraiment compris que ça allait durer longtemps. Mon week-end a été un peu en dents de scie. Dans ma tête, on est passé de 2 semaines ou plus à 1 mois ou plus. On a découvert un jeu en ligne, un loup-garou en gros en ligne, et on a passé vraiment pas mal de temps à jouer dessus. Premier week-end de quarantaine, premier week-end où je sors pas. C'est très étrange de dormir 11 heures par nuit, on sait plus ce que ça fait. Je me suis levée assez tard parce que en fait je me suis dit mais à quoi bon me lever puisque ça voudrait dire qu'il faudrait que je cherche quelque chose à faire pour remplir ma journée. Je me suis fait une petite boule à zéro comme Barthez en 98, c'était un rêve d'enfant. Donc voilà, c'était un peu le week-end de la déprime et ce qui m'a sauvée, le week-end c'était quand même dimanche de faire des appels et des Skype avec tout le monde, notamment avec ma famille. C'était un bon week-end et là on continue du coup, reprise du télétravail. Et bon courage à tout le monde. Merci à celles et ceux qui ont témoigné dans cet épisode, les 4 soignantes qui ne souhaitent pas être nommées, Baptiste Beaulieu, Chiara Lepora, Abdulaziz Mohamed et Caroline Seguin, de Médecins sans frontières. Merci également à toutes celles et ceux qui nous ont fait parvenir leurs témoignages. Vous étiez si nombreuses et nombreux que nous avons dû en garder quelques-uns, peut-être pour plus tard. Enfin, une dernière chose, nous recevons peu, voire aucun témoignage d'outre-mer. Dans Programme B, on veut parler de toute la France, alors écrivez-nous, parlez-nous, n'hésitez pas. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess et réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, éternuez dans votre coude, restez chez vous et profitez-en pour nous contacter sur Facebook, Twitter et Instagram. Et à demain pour un nouvel épisode.